On est en compagnie de Benjamin Louvet. Bonjour Benjamin. Bonjour Fabrice. Gérant chez OFI-AM, spécialiste des matières premières. Juste avant de démarrer, vous nous disiez était extrêmement calme sur les marchés. Ça fait longtemps qu'on avait eu un mois d'août aussi tranquille pour ceux qui étaient sur les salles de marché, dans les salles de marché. Tout à fait, effectivement, à part peut-être les marchés des métaux précieux qui ont un peu suivi les actualités. D'abord, les doutes qui se sont fait jour sur la politique monétaire américaine d'une part, et puis il y a eu ces tensions géopolitiques avec Pyongyang, la Corée du Nord, qui ont un peu agité le marché de l'or, ce qui lui a permis de casser un seuil de résistance qui tenait depuis le début de l'année, sur lequel il avait buté plusieurs fois les 1300 $ l'once. Et aujourd'hui, on est fermement ancré au-dessus de ces niveaux-là. Ouais, j'allais dire, heureusement, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, qu'il y a Kim Jong-un. C'est vrai que pour animer ces marchés qui étaient effectivement très faibles, enfin, ou peu volatiles, ça continue pour cette rentrée. Effectivement, on a cet essai nucléaire à nouveau cette semaine, condamnation unanime à l'étranger. Est-ce que effectivement ça peut avoir un effet? Là, on voit que le Wall Street a commencé à réagir hier. Est-ce que ça peut se propager? Est-ce que ces tensions géopolitiques ont vraiment un impact? On a l'impression que le marché est très résilient depuis quelques années maintenant à ces tensions. Oui, alors il est très résilient, mais pour ce qui est de la Corée du Nord, je dirais qu'entre guillemets c'est normal, parce que ce petit jeu joué par Pyongyang du chat et de la souris, de je fais un essai, j'essaye d'obtenir des aides, dure depuis des années. Le type d'essai qu'on connaît c'est déjà produit par le passé, notamment sous la présidence du père de Kim Jong-un. Maintenant, il faut quand même observer qu'il y a une accélération des menaces, des essais nucléaires, des essais de missiles balistiques, puisque je crois que Kim Jong-un a fait autant d'essais de missiles depuis qu'il est là que son père pendant toute sa présidence. Donc on a une accélération de ce phénomène qui rend de plus en plus nerveux un certain nombre de personnes. On voit que la Russie aujourd'hui essaye de jouer les médiateurs pour calmer un peu le jeu. On a potentiellement quelque chose de grave, et effectivement à ce moment-là, l'or retrouvera sa valeur refuge qu'il a dans les périodes de conflit. Un certain nombre d'investisseurs s'interrogeaient sur le fait que l'or soit toujours une valeur refuge. Je pense, moi, que l'or est toujours une valeur refuge et joue toujours ce rôle de liquidité en dernier recours. Alors justement, l'or qui est remonté au-dessus des 1300 $, assez nettement 1330. Ce qui est intéressant, c'est que même si on regarde à travers cette parité, puisque l'euro a en même temps bondi face au dollar, même en euros, ça remonte également. Donc là, c'est vraiment les investisseurs qui, à nouveau, se couvrent, entre guillemets, contre peut-être une dégradation du climat. Cette valeur refuge, est-ce que ça peut se poursuivre, à votre avis, jusqu'à la fin de l'année ou plus? On en a déjà parlé ensemble, Fabrice, vous connaissez mon sentiment. Chez OFI Asset Management, on pense que l'or ira sur les niveaux de 1400 à 1450 $, toutes choses égales par ailleurs, en fin d'année, début d'année prochaine. C'était notre objectif, ça reste notre objectif. Et je dis bien toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que si le conflit, s'il devait y avoir un conflit plus ouvert avec la Corée du Nord, on pourrait aller bien au-delà évidemment, mais dans les conditions normales de marché, on pourrait voir ces niveaux de 1400 à 1450 $. Pourquoi? Simplement parce que il y a des interrogations qui se font jour sur ce que Donald Trump va pouvoir faire pour l'économie américaine, puisqu'on est pour l'instant assez déçu. Il y a eu assez peu de choses par rapport aux promesses de campagne, et ça fait partie des premières questions. Et puis la deuxième chose, c'est quels sont les degrés de latitude de la Réserve fédérale. Les publications des minutes de la Fed au mois de juillet et au mois d'août ont laissé à penser qu'il y avait une certaine inquiétude sur le fait que l'inflation ne revienne pas et sur le fait que les salaires n'augmentent pas. Tout ça fait penser que les taux pourraient ne pas remonter. Or, on en a déjà parlé, l'or, c'est avant tout un placement alternatif par rapport au placement traditionnel. Donc il faut qu'il soit intéressant en valeur relative. La valeur relative, c'est quoi? C'est si les taux d'intérêt américains ne remontent pas, il est plus intéressant d'avoir de l'or que des placements dans des taux d'intérêt qui rapportent zéro, voire un rendement négatif aujourd'hui, comme c'est le cas sur certaines dettes d'État. Donc nous, notre opinion, c'est que la Fed va être en difficulté pour remonter ces taux, parce qu'il n'y a pas d'inflation. Pas de troisième hausse des taux cette année, selon vous? S'il n'y a pas d'inflation, ce n'est pas possible. Je reviens toujours à la même chose. Quand vous êtes un État comme les États-Unis, vous avez plus de 100% de dette sur PIB. Si vous remontez vos taux réels, donc taux corrigés de l'inflation de 1%, vous perdez 1% de votre PIB en remboursement des intérêts de la dette. Aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent pas se le permettre. Donc on peut avoir une troisième hausse de taux, je ne l'exclus pas, si on a de l'inflation. Aujourd'hui, on n'a pas d'inflation, donc pour l'instant, pas de troisième hausse de taux. Et donc, une situation favorable pour l'or. On va voir ce que donnent les prochaines minutes de la Fed, qui devraient être publiées aujourd'hui, si je ne me trompe pas, et qui nous donneront peut-être encore d'autres indications
mais je pense qu'une fois encore, on va être déçu sur le calendrier de remontée des taux de la Fed. Et on aura également le livre beige de la Fed, c'est ce soir à 20 h. On passe à notre page pétrole, un actif que vous suivez également, tiens, peut-être plus anecdotique, parce qu'on n'est pas un des grands producteurs. Nicolas Hulot, le ministre de la Transition énergétique, qui engage la fin des DEREC en France. C'est 1% finalement des besoins en France. C'est anecdotique ou c'est un vrai mouvement qui pourrait s'étendre à d'autres pays en Europe? Je trouve ça, comment dire, je trouve ça pas du tout anecdotique. Mais j'ai le sentiment, en fait, pour tout dire, qu'on prend le problème par le mauvais bout de la ficelle. Si on veut réduire nos émissions de pollution, ce n'est pas en réduisant notre production qu'on va réduire nos émissions. Parce que si on ne réduit pas notre consommation, simplement ce que ça va faire, c'est que ça va aggraver notre balance commerciale. On va acheter le pétrole. On va acheter davantage de pétrole. Donc la question sur laquelle il faut se pencher, et je pense que Nicolas Hulot y réfléchit, c'est plus la question de la consommation. Il faut réduire notre consommation de pétrole. Ça veut dire développer des nouvelles technologies qui vont permettre de réduire la consommation des moteurs à combustion. Ça veut dire isoler davantage les bâtiments. Là, il y a quelque chose à faire. Réduire notre production. Si vous voulez, c'est un peu comme... il y a des sujets comme ça qui m'agacent un petit peu en ce moment quand je vois la Norvège ou l'Écosse hier qui annoncent qu'elles veulent mettre fin aux moteurs, aux véhicules à moteur à explosion. Voilà, ça veut dire quoi, en 2025 ou en 2030. Qu'on va rouler tout électrique. Mais il ne faut pas oublier que ces pays sont des pays qui sont des producteurs de pétrole. Donc ils subventionnent énormément les véhicules électriques pour arriver à ces fins, mais ils peuvent faire ces subventions aux véhicules électriques parce qu'ils vendent leur pétrole à d'autres gens. Donc c'est un peu lâche. Indirectement, ils exportent leur pollution. Finalement. Ils exportent leur pollution, mais c'est des choses qu'on a déjà vues sur d'autres choses. Aujourd'hui, l'Europe annonce fièrement qu'elle a réduit ses émissions de CO2. Mais oui, on a réduit nos émissions de CO2 parce qu'on a réduit notre industrie. Oui. On produit davantage. On a délocalisé notre pollution, mais si on regarde le CO2 émis par la consommation des Français, il a finalement assez peu bougé. Benjamin Louvet, vous êtes un spécialiste, un de nos spécialistes en France, voilà, justement de ces matières premières et ce pétrole en particulier. Je voudrais revenir sur quelque chose que vous nous avez déjà dit sur ce plateau, c'est le fait qu'on sous-investit massivement en ce moment. Est-ce qu'il pourrait, vous allez nous le rappeler les chiffres, et est-ce que du coup il pourrait y avoir un sursaut de cette industrie pétrolière et pétrolière, boursièrement parlant, j'entends, puisque ça ne fait pas grand-chose quand même c'est assez déprimé depuis le début de l'année. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un sursaut et quand c'est qu'on peut l'attendre? Vous l'avez dit, Fabrice, on l'a déjà dit sur ce plateau. Nous, notre objectif chez Ophi Asset Management, c'est des prix du pétrole orientés à la hausse. Et on a un objectif de cours entre 55 et 60 $ à la fin de l'année, peut-être même un peu plus sur le Brent, entre 60 et 65 $. Pourquoi? Effectivement, vous l'avez dit, il faut avoir conscience de ce qu'est l'industrie pétrolière. Ouais, rappelez-nous surtout ce qu'il faut déjà pour maintenir en l'état. Alors, un puits de pétrole, c'est quoi? C'est une poche qui est sous terre, dans laquelle on met une paille, pour parler schématiquement. Comme la poche est sous pression, le pétrole remonte à travers cette paille et on récupère ce pétrole. Plus le temps passe, plus la pression dans le réservoir diminue et donc moins on récupère de pétrole. C'est ce qu'on appelle la déplétion naturelle. Donc on perd naturellement 4 à 5% de production pétrolière par an si on ne fait rien. Ça paraît rien, mais ça veut dire que tous les 10 ans, on perd 50% de la production mondiale de pétrole. Ça veut dire que tous les 10 ans, il faut retrouver la production de l'Arabie Saoudite, plus les États-Unis, plus la Russie, plus l'Iran, plus l'Irak, qui sont les plus gros producteurs. Au moins remettre tout ça en production. On n'est pas totalement inquiet sur les réserves. L'idée, c'est le sous-investissement aussi. Donc ça veut dire que dans le même temps, notre consommation augmente. Donc si on veut lutter contre cette déplétion naturelle, si on veut ne serait-ce que maintenir notre production, il faut investir. Combien? L'OPEP a fait une étude là-dessus fin 2015 et est arrivé à la conclusion que pour arriver à ne serait-ce que maintenir notre production annuelle de pétrole, il faut investir 630 milliards de dollars par an. Voilà. Le problème, c'est qu'avec la baisse des prix du pétrole qu'on a connue ces dernières années, en 2015, on a investi 450 milliards de dollars, en 2016, on a investi moins de 400 milliards, et cette année, on devrait investir moins de 450 milliards. Donc on sait qu'on va avoir mathématiquement, scientifiquement, une baisse de la production de pétrole dans les années qui viennent, une fois que les nouveaux projets ne seront pas mis en activité. En plus, dans le même temps, la consommation de pétrole dans le monde augmente. Donc, il y a un moment, il va y avoir un effet ciseau. Je le dis depuis un petit moment. Patrick Pouyanné l'a dit au début de l'été également dans une interview. Pour lui, à partir de 2020, on va manquer de pétrole. Le marché va s'en rendre compte un peu avant. Normalement,
début 2019, fin 2018. Et à ce moment-là, on pourrait voir les prix du pétrole remonter Patrick très Pouyanné, sensiblement. quand c'est Patrick Pouyanné qui le dit, c'est vrai qu'il y a un plus grand écho, évidemment, patron de Total. Du coup, là, on a senti un petit frémissement. Alors, les valeurs, effectivement, n'ont pas encore bougé, mais est-ce que, on fait le calcul, donc ça fait 600 milliards de sous-investissement. On pense à toutes les parapétrolières qui sont si pressionnelles en ce moment. Est-ce qu'il pourrait y avoir un retour à meilleure fortune, du coup, d'ici quelques mois, quelques années? Alors, les parapétrolières, on va dire oui pour les fournisseurs de biens d'équipement et de services, notamment, et pour les explorateurs, essentiellement pour l'instant situés aux États-Unis. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va se rendre compte qu'on a ce manque de production, la première chose qu'on va faire, c'est faire remonter les prix du pétrole à un niveau qui va permettre de remettre rapidement du pétrole en production. Et où est-ce qu'on peut mettre du pétrole rapidement en production? C'est dans les pétroles de schiste aux États-Unis. Donc ça veut dire que les premiers à en profiter vont être les explorateurs et producteurs qui se situent essentiellement aux États-Unis. Qui, eux, ont fait baisser leur coût d'extraction du baril. On est quoi, sur les 30 $ aujourd'hui, 30-40 $? Oh non, pour moi, on n'est plus haut que ça. Ça, c'est un gros débat, c'est difficile de le savoir, mais pour moi, on n'est plus haut que ça. Et surtout, vu que la demande de services augmente, le coût des services est en train d'augmenter, donc ce prix remonte actuellement. Mais on est plutôt aux alentours de 55-60 $ pour moi, pour avoir quelque chose de durable en quantité. Et dans un deuxième temps, une fois que le prix du pétrole sera remonté et se sera stabilisé pendant au moins quelques mois au-dessus des 60 $, on pourra commencer à envisager de refaire des grandes explorations, notamment offshore. Et donc les parapétrolières plus globales, à ce moment-là, pourront retrouver de l'intérêt. Mais ça va prendre, à mon avis, encore au moins 6 à 9 mois avant de commencer à avoir un frémissement sur ces valeurs-là. En tout cas, sur la fin de l'année, un pétrole, du coup, nettement plus haut qu'aujourd'hui. On est autour des 50 $. On pourrait atteindre les 60, 65, vous dites? Pour moi, on est à 53, 54 $ sur le Brent. On pourrait atteindre entre 60 et 65 sur le Brent. Et le pétrole WTI devrait terminer l'année aux alentours de 60 $. Voilà les projections de Benjamin Louvet sur le pétrole. Et puis sur l'or, on le rappelle, 1400 à 1450 $ l'once. Voilà, pour tous ceux qui sont placés sur ces actifs, et peut-être quelque chose d'intéressant, mais en tout cas très étayé. Merci pour Merci à vous. d'avoir partagé vos vues justement sur ces actifs. Benjamin Louvet, gérant chez OFIAM sur Téléfinance ce matin. Dans un instant, la suite du programme, à tout de suite.